Il n'est pas besoin de regarder longtemps le visage antédiluvien de Giacometti pour deviner son orgueil et sa volonté de se situer au commencement du monde. Il se moque de la culture et ne croit pas au progrès, du moins au progrès dans les beaux-arts. Il ne se juge pas plus avancé que ses contemporains d'élection, l'homme des Hésies, l'homme d'Altamira. En cette extrême jeunesse de la nature et des hommes, ni le beau, ni le laid n'existent encore, ni le goût, ni les gens de goût, ni la critique. Tout est à faire. Pour la première fois, l'idée vient à un homme de tailler un homme dans un bloc de pierre. Voilà donc le modèle. L'homme. Ni dictateur, ni général, ni athlète, il ne possède pas encore ces dignités et ces chamarrures qui séduiront les sculpteurs de l'avenir. Ce n'est qu'une longue silhouette indistincte qui marche à l'horizon. Mais on peut voir déjà que ces mouvements ne ressemblent pas à ceux des choses. Ils émanent de lui comme des commencements premiers. Il dessine dans les airs un avenir léger. Il faut les comprendre à partir de leur fin, cette baie à cueillir, cette ronce à écarter, non à partir des causes. Il ne se laisse jamais séparer ni localiser. De l'arbre, je peux isoler cette branche qui se balance. De l'homme, jamais un bras qui se lève, un poing qui se ferme. L'homme lève le bras, l'homme crispe le poing. L'homme est l'unité indissoluble et la source absolue de ses mouvements. Au demeurant, c'est un charmeur de cygnes. Les cygnes se prennent dans ses cheveux, brillent dans ses yeux, dansent entre ses lèvres, se perchent au bout de ses doigts. Il parle avec tout son corps. S'il court, il parle. S'il s'arrête, il parle. S'il s'endort, son sommeil est parole. À présent, voici la matière. Un rocher, simple grumeau d'espace. Avec de l'espace, il faut donc que Giacometti fasse un homme. Il faut qu'il inscrive le mouvement dans la totale immobilité, l'unité dans la multiplicité infinie, l'absolu dans la relativité pure, l'avenir dans le présent éternel, le bavardage des signes dans le silence obstiné des choses. Entre la matière et le modèle, l'écart paraît impossible à combler. Et pourtant, cet écart n'existe que parce que Giacometti s'en est fait la mesure. Je ne sais s'il faut voir en lui un homme qui veut imposer un saut d'homme à l'espace ou un roc en train de rêver l'humain. Ou plutôt, il est l'un et l'autre et la médiation entre l'un et l'autre. La passion du sculpteur, c'est de se faire tout entier étendu pour que du fond de l'étendue, toute une statue d'homme puisse jaillir. Des pensées de pierre le hantent. Une fois, il a eu la terreur du vide. Pendant des mois, il allait et venait avec un gouffre à son côté. C'était l'espace qui prenait conscience en lui de sa stérilité désolée. Une autre fois, il lui parut que les objets ternes et morts ne touchaient plus terre. Il habita un univers flottant. Il réalisa dans sa chair et jusqu'au martyre qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'étendue, ni de contact réel entre les choses. Mais dans le même temps, il connaissait qu'un sculpteur a pour tâche de tailler dans cet archipel infini la figure pleine du seul être qui peut toucher les autres êtres. Je ne connais personne qui soit autant que lui sensible à la magie des visages et des gestes. Il les regarde avec une envie passionnée, comme s'il était d'un autre règne. Mais parfois, de guerre lasse,
Il a tenté de minéraliser ses semblables. Il voyait les foules s'avancer sur lui en aveugle, roulant sur les boulevards comme les pierres d'une avalanche. Ainsi, chacune de ses obsessions restait un travail, une expérience, une façon d'éprouver l'espace. Il est bien fou, dira-t-on. Voici 3000 ans qu'on sculpte, et fort bien, sans faire tant d'histoire. Que ne s'applique-t-il à réaliser des œuvres sans défaut selon des techniques éprouvées au lieu de faire semblant d'ignorer ses devanciers? C'est que depuis 3000 ans, on ne sculpte que des cadavres. Parfois, on les nomme gisants et on les couche sur des tombes. D'autres fois, on les assied sur des chaises curules. On les juche sur des chevaux. Mais un mort sur un cheval mort, cela ne fait même pas la moitié d'un vivant. Il ment, ce peuple des musées, ce peuple rigide aux yeux blancs. Ses bras prétendent bouger, mais ils flottent, soutenus entre haut et bas par des tiges de fer. Ces formes figées ont peine à contenir en elles un éparpillement infini. C'est l'imagination du spectateur, mystifiée par une grossière ressemblance, qui prête le mouvement, la chaleur, la vie à l'éternel affaissement de la matière. Il faut donc repartir de zéro. Après 3000 ans, la tâche de Giacometti et des sculpteurs contemporains n'est pas d'enrichir les galeries avec des œuvres nouvelles, mais de prouver que la sculpture est possible. De le prouver en sculptant comme Diogène en marchant prouvait le mouvement. De le prouver comme Diogène contre Parménide et Zénon. Il faut aller aux limites et voir ce que l'on peut faire. Si l'entreprise devait mal finir, il serait impossible, dans le cas le plus favorable, de décider si cela signifie l'échec du sculpteur ou celui de la sculpture. D'autres viendraient qui devraient recommencer. Giacometti lui-même recommence perpétuellement. Il ne s'agit pas cependant d'une progression infinie. Il y a un terme fixé qu'il faut atteindre, un problème unique qu'il faut résoudre. Comment faire un homme avec de la pierre sans le pétrifier? C'est tout ou rien. Si le problème est résolu, le nombre de statues importe peu. Que je sache seulement en faire une, dit Giacometti, et j'en pourrais faire 1000. Tant qu'il ne l'est pas, il n'y a pas de statue du tout, mais seulement des ébauches qui n'intéressent Giacometti qu'autant qu'elles le rapprochent de son but. Il brise tout et recommence encore. De temps en temps, ses amis parviennent à sauver du massacre une tête, une jeune femme, un adolescent. Il laisse faire et se remet à la tâche. En 15 ans, il n'a pas fait une seule exposition. Pour celle-ci, il s'est laissé séduire parce qu'il faut bien vivre. Mais il en reste troublé. Il écrit pour s'excuser. C'est surtout parce que j'étais poussé par la terreur de la misère que ces sculptures existent à ce point-là, qu'elles sont en bronze et photographiées. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Elles étaient tout de même un peu ce que je voulais, à peine. Ce qui le gêne, c'est que ces esquisses mouvantes, toujours à mi-chemin entre le néant et l'être, toujours modifiées, améliorées, détruites et recommencées, se sont mises à exister seules et pour de bon, ont entrepris loin de lui une carrière sociale. Il va les oublier. L'unité merveilleuse de cette vie, c'est son intransigeance dans la recherche de l'absolu. Ce travailleur vif et obstiné n'aime pas la résistance de la pierre qui ralentirait ses mouvements. Il s'est choisi une matière sans poids, la plus ductile, la plus périssable, la plus spirituelle, le plâtre. Il le sent à peine au bout de ses doigts. C'est l'envers impalpable de ses mouvements. Ce qu'on voit d'abord dans son atelier, ce sont d'étranges épouvantails faits de croûte blanche qui coagulent autour de longues ficelles rousses. Ses aventures, ses idées, ses désirs et ses songes se projettent un moment sur les bonhommes de plâtre, leur donnent une forme et passent. Et la forme passe avec eux.
Chacune de ces nébuleuses, en perpétuelle métamorphose, semble la vie même de Giacometti transcrite dans un autre langage. Les statues de Mayol jettent insolemment aux yeux leur lourde éternité. Mais l'éternité de la pierre est synonyme d'inertie. C'est un présent figé pour toujours. Giacometti ne parle jamais d'éternité, n'y pense jamais. J'ai trouvé beau qu'il me dise un jour à propos de statues qu'il venait de détruire. J'en étais content, mais elles n'étaient faites que pour durer quelques heures. Quelques heures. Comme une aube, comme une tristesse, comme un éphémère. Et il est vrai que ces personnages, pour avoir été destinés à périr dans la nuit même où ils sont nés, sont seuls à garder, entre toutes les sculptures que je connais, la grâce inouïe de sembler périssable. Jamais la matière ne fut moins éternelle, plus fragile, plus près d'être humaine. La matière de Giacometti, cette étrange farine qui poudroie, ensevelit lentement son atelier, se glisse sous ses ongles et dans les rides profondes de son visage, c'est de la poussière d'espace. Mais l'espace, fût-il nu, est encore surabondance. Giacometti a horreur de l'infini, non point de l'infini pascalien, de l'infiniment grand. Il est un autre infini, plus sournois, plus secret, qui court sous les doigts, l'infini de la divisibilité. Dans l'espace, dit Giacometti, il y a trop. Ce trop, c'est la pure et simple coexistence de parties juxtaposées. La plupart des sculpteurs s'y sont laissés prendre. Ils ont confondu la prolificité de l'étendue avec la générosité. Ils ont mis du trop dans leurs œuvres. Ils se sont complus à la grasse courbe d'un flanc de marbre. Ils ont étalé, empâté, distendu le geste de l'homme. Giacometti sait qu'il n'y a rien de trop dans l'homme vivant parce que tout y est fonction. Il sait que l'espace est un cancer de l'être qui ronge tout. Sculpter pour lui, c'est dégraisser l'espace, c'est le comprimer pour lui faire égoutter toute son extériorité. Cette tentative peut sembler désespérée. Et Giacometti, je crois, à 2 ou 3 reprises a côtoyé le désespoir. Si, pour sculpter, il faut tailler et recoudre dans ce milieu incompressible, alors c'est que la sculpture est impossible. Et pourtant, disait-il, si je commence ma statue comme ils font par le bout du nez, ce ne sera pas trop d'une infinité de temps pour que j'arrive à la narine. C'est alors qu'il fit sa découverte. Voici Ganymède sur son socle. Si vous me demandez à quelle distance il est de moi, je vous répondrai que je ne sais pas de quoi vous parlez. Entendez-vous par Ganymède le jouvenceau qui fut enlevé par l'aigle de Jupiter? En ce cas, je dirais qu'il n'y a de lui à moi aucune relation réelle de distance, pour la raison qu'il n'existe pas. Faites-vous allusion, au contraire, au bloc de marbre que le sculpteur a façonné à l'image du Mignon? En ce cas, il s'agit d'une chose vraie, d'un minéral existant, et nous pouvons mesurer. Les peintres ont compris tout cela depuis longtemps parce que dans les tableaux, l'irréalité de la 3e dimension entraîne de soi l'irréalité des 2 autres. Ainsi, la distance des personnages, à mes yeux, est imaginaire. Si j'avance, je me rapproche de la toile, non d'eux. Quand même je mettrai le nez dessus, je les verrai toujours à 20 pas, puisque c'est à 20 pas de moi qu'ils existent une fois pour toutes. Ainsi la peinture échappe-t-elle aux apories de Zénon.
Même si je divisais en deux l'espace qui sépare le pied de la Vierge du pied de Saint Joseph, et chacune des deux moitiés encore en deux, et ainsi de suite à l'infini, c'est une certaine longueur de la toile que je diviserai, non pas le dallage qui supporte la Vierge et son mari. Les sculpteurs n'ont pas reconnu ces vérités élémentaires parce qu'ils travaillaient dans un espace à 3 dimensions sur un vrai bloc de marbre, et quoique le produit de leur art fût un homme imaginaire, ils pensaient le produire dans une étendue réelle. Cette confusion de deux espaces a eu de curieux résultats. En premier lieu, lorsqu'ils sculptaient d'après nature, au lieu de rendre ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire un modèle à 10 pas, ils figuraient dans la glaise ce qui était, c'est-à-dire le modèle en lui-même. Comme ils souhaitaient en effet que leur statue procurât aux spectateurs placés à 10 pas d'elle l'impression qu'ils éprouvaient devant le modèle, il leur paraissait logique de faire une figure qui fût pour lui ce que le modèle était pour eux. Et cela n'était possible que si le marbre était ici, comme le modèle était là-bas. Mais qu'est-ce donc qu'être en soi et là-bas? À 10 pas, je me fais de cette femme nue une certaine image. Si je m'approche et si je la regarde de tout près, je ne la reconnais plus. Ses cratères, ses galeries, ses gerçures, ses herbes noires et rêches, ses luisances graisseuses, toute cette orographie lunaire, il ne se peut pas que ce soit la peau lisse et fraîche que j'admirais de loin. Est-ce donc cela que le sculpteur doit imiter? Mais il n'en finirait jamais. Et puis, si près qu'il ait été de ce visage, on peut s'en approcher encore davantage. Ainsi, la statue ne ressemblera vraiment ni à ce qu'est le modèle, ni à ce que voit le sculpteur. On la construira selon certaines conventions assez contradictoires, en figurant certains détails qui ne sont pas visibles de si loin sous le prétexte qu'ils existent, et négligeant certains autres qui existent tout autant sous le prétexte qu'on ne les voit pas. Qu'est-ce à dire sinon qu'on s'en remet à l'œil du spectateur pour recomposer une figure acceptable? Mais, dans ce cas, mon rapport à Ganymède varie selon ma position. Si je suis proche, je découvrirai des détails que de loin j'ignorais. Et nous voilà conduits à ce paradoxe que j'ai des rapports réels avec une illusion, ou si l'on préfère, que ma distance vraie au bloc de marbre s'est confondue avec ma distance imaginaire à Ganymède. Il en résulte que les propriétés de l'espace vrai recouvrent et masquent celles de l'espace imaginaire. En particulier, la divisibilité réelle du marbre détruit l'indivisibilité du personnage. C'est la pierre qui triomphe, et Zénon. Ainsi, le sculpteur classique verse dans le dogmatisme parce qu'il croit pouvoir éliminer son propre regard et sculpter en l'homme la nature humaine sans les hommes. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'il fait, puisqu'il ne fait pas ce qu'il voit. En cherchant le vrai, il a rencontré la convention. Et comme, en fin de compte, il se décharge sur le visiteur du soin d'animer ces simulacres inertes, ce chercheur d'absolu finit par faire dépendre son œuvre de la relativité des points de vue qu'on prend sur elle. Quant au spectateur, il prend l'imaginaire pour le réel et le réel pour l'imaginaire. Il cherche l'indivisible et rencontre partout la divisibilité. En prenant le contre-pied du classicisme, Giacometti a restitué aux statues un espace imaginaire et sans partie. En acceptant d'emblée la relativité, il a trouvé l'absolu. C'est qu'il s'est avisé le premier de sculpter l'homme tel qu'on le voit, c'est-à-dire à distance. À ces personnages de plâtre, il confère une distance absolue, comme le peintre aux habitants de sa toile. Il crée sa figure à 10 pas, à 20 pas, et quoi que vous fassiez, elle y reste. Du coup,
La voilà qui saute dans l'irréel, puisque son rapport à vous ne dépend plus de votre rapport au bloc de plâtre. L'art est libéré. Une statue classique, il faut l'apprendre ou s'en approcher. À chaque instant, on saisit de nouveaux détails. Les parties s'isolent, puis les parties des parties, on finit par s'y perdre. On n'approche pas d'une sculpture de Giacometti. N'espérez pas que cette poitrine s'épanouisse à mesure que vous avancez sur elle. Elle ne changera pas, et vous aurez en marchant l'étrange impression de piétiner. Les pointes de ses seins, nous les pressentons, nous les devinons, nous voilà sur le point de les voir. Un pas de plus, ou deux, et nous en sommes toujours à les pressentir. Un pas de plus encore, tout s'évanouit, il reste les plissements du plâtre. Ces statues ne se laissent voir qu'à distance respectueuse. Pourtant, tout est là. La blancheur, la rondeur, l'affaissement élastique d'une belle poitrine mûre. Tout sauf la matière. À 20 pas, on croit voir. On ne voit pas le fastidieux désert des tissus adipeux. Il est suggéré, esquissé, signifié, mais non donné. Nous savons maintenant de quel pressoir Giacometti s'est servi pour comprimer l'espace. Il n'en est qu'un seul, la distance. Il met la distance à portée de la main. Il pousse sous nos yeux une femme lointaine et qui reste lointaine quand même nous la touchons du bout des doigts. Ce sein entrevu, espéré, ne s'éploiera jamais. Il n'est qu'un espoir. Ces corps n'ont de matière qu'autant qu'il en faut pour promettre. Pourtant, dira-t-on, cela n'est pas possible. Il ne se peut pas qu'un même objet soit vu de près et de loin à la fois. Aussi, n'est-ce pas le même? C'est le bloc de plâtre qui est proche. C'est le personnage imaginaire qui est éloigné. Au moins alors, faudrait-il que la distance opérât sa contraction dans les 3 dimensions? Or, c'est la largeur et la profondeur qui sont touchées. La hauteur reste intacte. Il est vrai. Mais il est vrai aussi que l'homme possède aux yeux des autres hommes des dimensions absolues. S'il s'éloigne, je ne vois pas qu'il rapetisse, mais ses qualités se condensent, c'est sa tournure qui demeure. S'il se rapproche, il ne grandit pas, ses qualités s'épanouissent. Il faut avouer, pourtant, que les hommes et les femmes de Giacometti sont plus proches de nous en hauteur qu'en largeur, comme si leur taille était en avant d'eux-mêmes. Mais c'est à dessein que Giacometti les a étirés. Il faut comprendre en effet que ces personnages qui sont tout entiers et d'un coup ce qu'ils sont, ne se laissent ni apprendre, ni observer. Dès que je les vois, je les sais, ils jaillissent dans mon champ visuel comme une idée dans mon esprit. L'idée seule possède cette immédiate translucidité, l'idée seule est d'un coup tout ce qu'elle est. Ainsi, Giacometti a résolu à sa façon le problème de l'unité du multiple. Il a tout bonnement supprimé la multiplicité. C'est le plâtre ou le bronze qui sont divisibles. Mais cette femme qui marche a l'indivisibilité d'une idée, d'un sentiment. Elle n'a pas de parti parce qu'elle se livre tout à la fois. C'est pour donner une expression sensible à cette présence pure, à ce don de soi, à ce surgissement instantané que Giacometti recourt à l'élongation. Le mouvement originel de la création, ce mouvement sans durée, sans partie, si bien figuré par les longues jambes graciles, traverse ses corps à la Gréco et les dresse vers le ciel. En eux, mieux qu'en un athlète de Praxitèle, je reconnais l'homme. Commencement premier, source absolue du geste. Giacometti a su donner à sa matière la seule unité vraiment humaine, l'unité de l'acte. Telle est, je crois, l'espèce de révolution copernicienne que Giacometti a tenté d'introduire dans la sculpture. Avant lui,
On croyait sculpter de l'être, et cet absolu s'effondrait en une infinité d'apparences. Il a choisi de sculpter l'apparence située, et il s'est révélé que par elle, on atteignait à l'absolu. Il nous livre des hommes et des femmes déjà vus, mais non pas déjà vus par lui seul. Ces figures sont déjà vues comme la langue étrangère que nous tentons d'apprendre est déjà parlée. Chacune d'elles nous découvre l'homme tel qu'on le voit, tel qu'il est pour d'autres hommes, tel qu'il surgit dans un milieu interhumain, non pas, comme je l'ai dit plus haut pour simplifier, à 10 pas, à 20 pas, mais à distance d'homme. Chacune nous livre cette vérité que l'homme n'est pas d'abord pour être vu par après, mais qu'il est l'être dont l'essence est d'exister pour autrui. En percevant cette femme de plâtre, c'est mon regard refroidi que je rencontre sur elle. De là, ce plaisant malaise où me jette sa vue. Je me sens contraint et je ne sais à quoi ni par qui, jusqu'à ce que je découvre que je suis contraint à voir et contraint par moi. Souvent d'ailleurs, Giacometti ajoute par plaisir à notre embarras en posant, par exemple, une tête lointaine sur un corps proche, de façon que nous ne sachions plus où nous mettre ni, à la lettre, comment accommoder. Mais même sans cela, elle déconcerte ces images ambiguës, tant elle heurte les plus chères habitudes de nos yeux. Il y a si longtemps que nous sommes les familiers de créatures lisses et muettes, faites pour nous guérir du mal d'avoir un corps. Ces génies domestiques ont surveillé les jeux de notre enfance. Ils témoignent dans les jardins que le monde est sans risque, qu'il n'arrive rien à personne, et par le fait, il ne leur est rien arrivé que de mourir à leur naissance. Or, à ces corps-ci, quelque chose est arrivé. Sortent-ils d'un miroir concave, d'une fontaine de jouvence ou d'un camp de déportés? Au premier regard, nous croyons avoir affaire aux martyrs décharnés de Buchenwald. Mais l'instant d'après, nous avons changé d'avis. Ces natures fines et déliées montent au ciel. Nous surprenons tout un envol d'ascension, d'assomption. Elles dansent, ce sont des danses. Elles sont faites de la même matière raréfiée que ces corps glorieux qu'on nous promet. Et quand nous en sommes encore à contempler cet élan mystique, voici que ces corps émaciés s'épanouissent. Nous n'avons plus sous les yeux que des fleurs terrestres. Cette martyre n'était qu'une femme, mais toute une femme entrevue, furtivement désirée, et qui s'éloigne et passe avec la dignité comique de ces longues filles impotentes et cassables que des mules à talons hauts promènent paresseusement du lit au cabinet de toilette, avec l'horreur tragique des victimes boucanées d'un incendie, d'une famine. Toute une femme donnée, refusée, proche, lointaine, toute une femme dont l'embonpoint délicieux est hanté par une maigreur secrète et l'atroce maigreur par un suave embonpoint. Toute une femme en danger sur la terre et qui n'est déjà plus tout à fait sur terre et qui vit et qui nous raconte l'étonnante aventure de la chair, notre aventure. Car il lui est arrivé de naître comme à nous. Pourtant, Giacometti n'est pas content. Il pourrait gagner la partie sur l'heure. Il n'a qu'à décider qu'il a gagné. Mais il ne peut s'y résoudre. Il remet sa décision d'heure en heure, de jour en jour. Parfois, au cours d'une nuit de travail, il est tout près d'avouer sa victoire. Au matin, tout est brisé. Craint-il l'ennui qui l'attend de l'autre côté du triomphe? Cet ennui qui morfondit Hegel lorsque celui-ci eut imprudemment bouclé son système.
Ou peut-être c'est la matière qui se venge. Cette divisibilité infinie qu'il a chassée de son œuvre, peut-être renaît-elle sans cesse entre lui et son but. Le terme est là. Pour l'atteindre, il faut mieux faire. Voilà qui est fait. À présent, il faut faire un peu mieux. Et puis, un tout petit peu mieux. Ce nouvel Achille n'atteindra jamais la tortue. Un sculpteur, d'une manière ou d'une autre, doit être la victime élue de l'espace. Si ce n'est dans son œuvre, ce sera dans sa vie. Mais surtout entre lui et nous, il y a une différence de position. Il sait ce qu'il voulait faire et nous ne le savons pas. Mais nous savons ce qu'il a fait et il l'ignore. Ces statues sont encore engagées plus qu'à demi dans sa chair, il ne peut les voir. À peine les a-t-il faites qu'il est déjà au-delà, à rêver de femmes encore plus minces, encore plus longues, encore plus légères. Et c'est grâce à son œuvre qu'il conçoit l'idéal au nom duquel il la juge imparfaite. Il n'en finira pas, simplement parce qu'un homme est toujours au-delà de ce qu'il fait. Quand j'aurai fini, dit-il, j'écrirai, je peindrai, je me donnerai du bon temps. Mais il mourra avant de finir. De nous ou de lui, qui a raison? Lui d'abord, parce que, comme dit Vinci, il n'est pas bon qu'un artiste soit content. Mais nous aussi, et en dernier ressort. Kafka, au moment de sa mort, voulait qu'on brûlât ses livres. Et Dostoïevski, dans les tout derniers temps de sa vie, rêvait de donner une suite au Karamazov. Peut-être moururent-ils l'un et l'autre avec mauvaise humeur. Celui-ci pensant qu'il n'avait encore rien fait de bon. Celui-là, qu'il glisserait hors du monde sans même l'avoir égratigné. Et pourtant, ces deux-là ont gagné, quoi qu'ils aient pu penser. Giacometti aussi, et il le sait bien. C'est en vain qu'il s'accroche à ses statues comme un avare à son magot, en vain qu'il atermoie, temporise, trouve sans ruse pour voler un peu de temps. Des hommes vont entrer chez lui, l'écarter, emporter toutes ses œuvres et jusqu'au plâtre qui couvre son plancher. Il le sait, son air traqué le trahit. Il sait qu'il a gagné, en dépit de lui-même, et qu'il nous appartient.